Bonjour, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, je vais retirer ce casque. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une petite séance de formation. Et cette séance de formation, c'est pas pour vous rendre expert de la crypto, non. C'est juste pour donner des bases à ceux qui ne comprennent pas grand-chose d'avoir au moins une idée de ce qu'on parle sur la page parce que c'est un peu gênant que je fasse des messages tout le temps et qu'il y en a qui ne savent même pas ce que ça veut dire, qui ne comprennent pas le sens. Donc, même si je vous demande de vous former, je pense quand même que parfois certaines personnes ne savent même pas pourquoi ils doivent se former. Alors, c'est quand même compliqué de dire je vais aller me former ou je vais aller débourser de l'argent pour me former, je vais aller commencer à bouffer les vidéos sur YouTube pour me former. Alors, est-ce que je vais tomber sur des bonnes vidéos? Est-ce que je ne vais pas tomber sur des arnaqueurs? C'est sûr que si vous vous auto-formez, il faudra payer le prix. Parce que vous allez faire des essais, vous allez à coup sûr vous faire choper par des malfrats. Et voilà, certes, vous allez apprendre, mais certains le font à des très grands prix parfois et c'est pas toujours beau. Donc, ceci étant, j'ai pensé que vous faire une petite formation, je ne vais même pas dire formation, c'est juste une présentation des concepts de base de la crypto, juste pour vous donner une idée de ce dont on parle, c'est quoi la crypto, etc. Donc, là devant vous, on a le plan de la formation ou de la présentation. Donc, premièrement, on va faire des généralités. On va parler des généralités. Euh, Deuxièmement, on va essayer de comprendre les différents cycles. Parfois, on parle des cycles. On vous dit non, c'est la Bitcoin saison, d'autres c'est la alt saison, d'autres c'est la shitcoin saison. Donc, ça peut être mélangeant parfois, mais c'est la base de l'investissement en crypto. L'échec qui se fait en crypto, c'est l'incompréhension des cycles. Peu importe l'argent que vous avez, peu importe la volonté que vous avez, si vous ne comprenez pas les cycles, vous serez forcément déçu. Et ça ne s'applique pas seulement au marché de la crypto, ça s'applique aussi sur l'immobilier, ça s'applique aussi sur le marché de l'or, etc. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi les cycles. Les échangeurs, on va parler des échangeurs, oui, parce que qui dit crypto, bah, il faut bien l'acheter quelque part. Donc, on les achète généralement sur ce qu'on appelle des échangeurs. Donc, il y a deux types d'échangeurs, il y en a des centralisés et les décentralisés. Donc, là, on va voir. Euh, Puis, on va parler des opportunités de la blockchain. Donc, oui, la blockchain, c'est bien, mais en quoi est-ce qu'elle nous aide? Quelles sont les opportunités que la blockchain vous offre? Et pour finir, on va parler des outils incontournables si vous voulez débuter. Donc je rappelle que ce n'est pas une formation avancée, c'est vraiment une formation pour débutants, une présentation des concepts de base pour pouvoir aller chercher plus tard si vous voulez vous auto-former ou si vous voulez aller vers une formation un peu plus approfondie. Donc, commençons avec des généralités. Alors, parlons déjà de la blockchain. C'est quoi la blockchain? Donc, la blockchain, en fait, de façon simple, peut être vu comme un réseau ou comme une couche du réseau Internet qui permet de créer des applications décentralisées. Donc, quand on parle des applications décentralisées, ici on parle des solutions de type logiciel, donc principalement des logiciels web, c'est-à-dire qui tournent dans un navigateur web, qui peuvent être des applications mobiles, qui tournent sur des applications mobiles ou des applications desktop qui tournent sur des Windows ou des Mac. Donc, vous avez compris, application, vous avez aussi compris décentralisé. Alors, c'est quoi la décentralisation? Pour comprendre la décentralisation, il faut déjà comprendre la centralisation et comment une application centralisée fonctionne. Je vais prendre l'exemple de Facebook, par exemple. Donc, Facebook, c'est une application centralisée. Ça veut dire que c'est hébergé par l'entreprise Facebook sur les serveurs de Facebook. Et c'est Facebook qui décide quoi faire de l'application, des mises à jour, qui vont bloquer, qui ne vont pas bloquer, des politiques de confidentialité, ce qu'ils vont faire de vos données, etc. D'accord? Donc ça, c'est la centralisation. Donc, une application décentralisée, c'est une application où ce n'est plus une entité de confiance, comme on peut le dire, qui est responsable du fonctionnement ou bien des décisions sur la plateforme. Donc, on veut que la décision revienne à l'ensemble des participants de la plateforme. Donc, c'est quoi l'enjeu de la blockchain? C'est quoi la limite de la blockchain?
pour comprendre la limite, les enjeux, les avantages de la blockchain, il faut faire un peu euh, d'historique. Il faut remonter un peu. Donc, alors, avant, on avait ce qu'on appelait le web. Le web qui est un service d'Internet. Quand on parle de service d'Internet, c'est comme un outil d'Internet. D'accord? Donc, le web était né sous forme de web 1. Donc, dans le web 1, alors, les utilisateurs ne pouvaient que lire les informations. D'accord? Ils ne pouvaient que lire les informations. Ça veut dire, quand on partait sur Internet, avant, dans les années 80, fin des années, au début des années 2000, bah, on ne pouvait que consulter ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Alors, je vois, je vais, mais je ne peux rien saisir. D'accord? Je ne peux pas entrer des données sur Internet. Je ne peux que consulter. Ça, c'était le Web 1. Par la suite, le Web 1 a évolué et a donné ce qu'on appelle le Web 2, où désormais, vous ne pouvez plus que lire ou vous contenter de lire. Là, vous pouvez aussi écrire et donner votre mot. Donc, c'est là où les outils du Web 2 sont arrivés tels que les réseaux sociaux, les blogs, etc. Donc aujourd'hui, vous pouvez envoyer un message, vous pouvez poster une photo, vous pouvez télécharger une vidéo sur votre page Facebook, etc. Donc ça, c'est le Web 2. Seulement, il y a un petit souci avec le Web 2, c'est parce que, vous voyez, en ce qui concerne par exemple vos données, bah, Facebook et Google et tous ces grands noms, TikTok, etc., ils collectionnent des données énormes. D'accord? Des données énormes qui, pour des personnes lambda, ne comprennent pas. D'accord? Ne comprennent pas encore la valeur de ces données. Et puis, en font ce qu'ils veulent. D'accord? Et vous, derrière, ce sont vos données. Déjà, vous, on vous sort des conditions d'utilisation qui sont très, 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 très longues, qu'on sait que vous n'allez pas lire. Et après, on exploite vos données et vous ne, bien sûr, vous utilisez le service, mais ce qu'ils gagnent sur vos données, c'est nettement supérieur parce que quand on parle de données, il y en a qui ne comprennent pas encore. Chaque époque a, euh, chaque époque a son, je vais dire, a son or. Est-ce que vous comprenez? Or, entre guillemets, pas l'or, c'est une métaphore. Donc, il y avait une époque où c'était l'or qui était la richesse. Bien sûr, l'or restait toujours une richesse, mais c'était principalement la richesse. Maintenant, on est passé à une autre époque où c'est l'information qui était la richesse. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes à l'époque où l'information et la donnée sont la richesse. Une richesse inestimée. Si vous comprenez des applications qui sont euh, libres comme WhatsApp, comme Facebook, vous ne payez rien, mais vous utilisez, vous êtes content, c'est parce que vous êtes en fait le produit. Donc, vous devez comprendre que lorsque quelque chose est gratuit, c'est vous le produit. Quand quelque chose est gratuit, c'est vous le produit. Donc, si vous voulez utiliser quelque chose qui est gratuit et ne voulez pas être le produit, bah, n'utilisez rien du tout. Ça, c'est le principe même de la vie. D'accord? Donc, avec le Web 3, on s'est dit non, on va plus juste se limiter à entrer des données et lire. Il faut que vous possédiez vos données. Et c'est ça l'essence même du Web 3. Donc, il n'y a pas que la possession des données dans le concept des réseaux sociaux ou des trucs. Il y a aussi sur l'aspect financier. D'accord? Lorsque vous êtes dans une banque, par exemple, vous voulez retirer de l'argent. Parfois, vous êtes plafonné à, je dis n'importe quoi, un retrait de 1 million de francs CFA ou 1000 euros ou 1000 dollars, ce que vous voulez. Donc, pour la journée, si vous voulez retirer, par exemple, 20 millions ou, je sais pas, 20 000 euros ou 20 000 dollars, bah, il va falloir que vous fournissiez des explications à la banque sur ce que vous voulez faire de votre argent, qu'est-ce que vous comptez faire de votre argent, alors que vous avez travaillé dur pour avoir cet argent. Donc, suite à une crise qu'il y a eu dans les années 2000, 2012, pardon, 2008, où une grosse banque, un gros gestionnaire de fonds était tombé et ça a créé une grosse crise. Vous devez vous en souvenir, dans les pays, ça a saigné. Il y avait les grèves, etc. Bah, il y a un individu qui a dit, bah, il faut qu'on se détache du système financier actuel où on ne dépend plus des banques, où nous serons possesseurs de nos propres biens, de notre propre argent, et a créé une monnaie qu'on appelle le Bitcoin, qui est la monnaie, la première crypto-monnaie. Donc, cette première crypto-monnaie donc, a été conçue ce qu'on appelle la blockchain.
Donc vous comprenez que la blockchain, c'est vraiment un réseau sur lequel on peut créer plusieurs éléments, plusieurs types d'applications, que ce soit des applications financières, que ce soit des applications des médias sociaux, que ce soit de la logistique, etc. D'accord? C'est juste que les gens, quand ils entendent blockchain, ils pensent à crypto. C'est un peu comme si on vous disait Internet et vous pensez directement à réseaux sociaux. Or, Internet permet de faire beaucoup d'autres choses que des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est juste un outil, un aspect d'Internet. Donc, il en est de même avec la crypto. Ça veut dire, même si on retire la crypto, la blockchain pourrait continuer d'exister. Donc, l'idée en fait, c'est que si vous voulez retirer votre argent, désormais, bah, que vous ne passiez plus par un tiers de confiance qui va approuver ce que vous allez faire, que vous ne passiez plus par des explications, non. Vous voulez votre argent, vous le retirez, le montant que vous souhaitez, sans rien demander à quelqu'un, sans approbation, vous voulez le transférer, vous le transférez, d'accord. Donc, imaginez déjà de sortir d'un pays avec 10 000 $ sur vous, ou 10 000 € ou 20 millions, selon le pays. Vous verrez un peu ce que ça fait. Ou essayez de prendre quelques grammes d'or pour sortir d'un pays. Vous verrez ce que ça fait. Alors qu'avec des cryptos, bah, vous vous déplacez. Peu importe la frontière, peu importe la devise, peu importe la loi du pays. Bon, il y a des pays qui ont banni les cryptos, ok. Il faut vous assurer juste que vous êtes dans un pays qui l'accepte parce que le gouvernement reste souverain. Donc, c'est ça en gros ce que c'est que la blockchain, pour ne pas entrer dans trop de détails au risque de perdre. Maintenant, c'est quoi les applications de la blockchain? Comme je vous ai dit, bah, ça peut s'appliquer dans le secteur financier. C'est là où vous voyez la notion des crypto-monnaies. Il y a plusieurs crypto-monnaies. La première est et a toujours été le Bitcoin. D'accord. Le Bitcoin qui a été lancé au lendemain de la crise de 2008, comme je vous disais, en 2009, et qui ne valait rien du tout, moins d'1 $, et qui au final s'est retrouvé à 70 000 $. Et aujourd'hui, on est à un Bitcoin autour de 16 800 $. Donc, nous pouvons là, avoir une application de la blockchain. Ça peut être dans la finance décentralisée. Vous savez, la finance traditionnelle avec la notion de banque, les assurances, etc. C'est tout ce qui est vraiment traditionnel dans ce que nous faisons aujourd'hui, la façon de faire aujourd'hui qui a toujours été comme ça. Donc, il y a une autre façon de faire. Ce qu'on fait aujourd'hui, exactement le même service, mais sur la blockchain, de façon décentralisée. Donc ça, c'est la finance décentralisée. On peut faire la logistique sur la blockchain. D'accord. Donc on peut retracer l'historique d'un produit pour voir de la source jusqu'à la destination. Comme ça va éliminer euh, toutes les zones incomprises ou toutes les zones euh, de fraude par lesquelles un produit peut passer. Donc, si vous prenez un médicament, par exemple, on pourra voir de façon claire, j'ai oublié de vous dire, la blockchain, c'est quelque chose de sécurisé et de transparent. Ça veut dire, tout ce qui se passe sur la blockchain, c'est clair pour tout le monde. Seulement, c'est pseudonyme, donc on ne peut pas savoir qui est derrière, mais on voit qui a fait quoi. Mais on ne peut pas savoir c'est qui, l'identité de la personne. D'accord. C'est vrai qu'il y a des blockchains, il y a des types de blockchains qui permettent certaines choses, etc. Mais ça, c'est l'aspect global des blockchains. Donc, pour un produit donc qui est fait, qui a, comment dire, pour la supply qui est gérée sur la blockchain, pour un médicament, on pourra voir par exemple, c'est un vrai médicament, ça a été fabriqué peut-être en Allemagne, comme le fabricant le prétend. Après, ça a été envoyé dans un laboratoire en Suisse, et puis c'est revenu en Côte d'Ivoire, et puis ça a été consommé, transféré au Bénin, etc. Donc là, ce genre de choses, vous pourrez le vérifier. Les vins qui sont frélatés, quand vous achetez du vin, vous ne savez même plus si c'est du bon vin, etc. Ça aussi, c'est un exemple que les musulmans me pardonnent. Donc, autant de trucs. Donc, il y a plein d'applications de la blockchain dans tout ce qui se fait aujourd'hui. D'accord. Donc, la crypto-monnaie, comme j'ai dit, c'est vraiment une application et l'application la plus célèbre, la plus connue de la blockchain. Euh, Nous avons aujourd'hui plusieurs crypto-monnaies. On a des Bitcoin, Ethereum, Cardano pour les plus populaires. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à cette multitude de crypto-monnaies? La première crypto-monnaie a été lancée qui était le Bitcoin et qui servait juste à échanger la valeur entre deux personnes, entre deux entités, si on peut dire comme ça.
Et puis, il y a un monsieur qui a eu une brillante idée de dire, bah, c'est vrai que en échangeant les idées de façon décentralisée sans passer par un tiers de confiance, c'est cool, mais il faudrait qu'on donne la possibilité de pouvoir créer aussi des applications intelligentes sur ce réseau parce qu'on pense que ce réseau a du potentiel. De la même façon qu'on échange des valeurs avec du Bitcoin, bah, on pourra aussi échanger des valeurs via des applications sur ce réseau-là. Et ce qui a démarré ce qu'on appelle les smart contracts. Et ce monsieur s'appelle Vitalik Buterin, le fondateur de Ethereum. C'est ainsi que Ethereum devint la première plateforme de contrats intelligents. Bien sûr, on parle de Buterin, mais en fait, c'était un groupe de personnes, sauf que c'est lui l'initiateur. Donc, après, il y a eu plusieurs initiatives, etc. Mais tout tourne autour de l'initiative de Bitcoin ou celui de l'Ethereum. C'est pour ça qu'en ce moment, en termes de réserve de valeur, Bitcoin reste la mère et en termes de smart contract, Ethereum reste le leader. Donc, les termes fréquemment utilisés, vous allez comprendre ces termes au cours de la vidéo et puis je vais essayer de l'expliquer progressivement. Mais pour ceux qui ne comprendront pas certains termes utilisés, bah, écrivez en commentaire et puis ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, alors, comme je vous ai dit, la clé de l'investissement en crypto, c'est comprendre les cycles. Si vous ne comprenez pas encore les cycles du marché, ne sortez pas un franc, un euro, un dollar pour investir dans la crypto. Ça, c'est très, très, très important, les amis. D'accord? Donc, généralement, on a euh, trois cycles. D'accord? On a la Bitcoin Saison. Déjà, il faut comprendre qu'il y a trois types ou trois catégories de crypto-monnaies. D'accord? Il y a le Bitcoin, pardon, excusez-moi. OK? Puis, il y a les altcoins. Et ensuite, une autre catégorie qu'on appelle les shitcoins. Donc, Bitcoin, c'est la monnaie mère, la première monnaie. Les altcoins, c'est des monnaies alternatives. Donc, tout ce qui n'est pas Bitcoin. Sauf que dans les altcoins, on a catégorisé une catégorie d'altcoins. Donc, les altcoins qui ont une réelle utilité, qui méritent d'être appelés altcoins. Et des altcoins qui ne servent pas à grand chose, qui n'ont pas d'utilité, qu'on appelle des shitcoins. D'accord? Donc, il y a des saisons. Quand on parle de cycle du Bitcoin, c'est le cycle où le Bitcoin est en ébullition. Ça veut dire que le Bitcoin est en train de monter. Le prix monte, la demande est croissante par rapport à l'offre. En ce moment, le prix monte. OK? Les altcoins, le cycle des altcoins, c'est pareil. Lorsque généralement le Bitcoin est en cycle, les altcoins attendent. D'accord? Et lorsque... je vais vous montrer le schéma. Donc, généralement, on commence par le Bitcoin, OK, qui fait son cycle. Et l'argent déversé dans le Bitcoin, avant qu'il n'ait fait son cycle, une fois que ça monte, les gens se payent, donc ils encaissent le bénéfice. OK? Et maintenant, ils cherchent des projets dans lesquels ils vont investir. Donc, vu que le Bitcoin est très capitalisé, ça fait que les gens qui gagnent vraiment de l'argent sur le Bitcoin, c'est des gens qui ont mis beaucoup de millions et des milliards. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des gains de milliards, de millions, beaucoup de millions. Maintenant, ils cherchent des petits projets, donc à faible capitalisation. Oui, je sais, capitalisation pour certains, ça peut paraître encore incompris, mais je vais vous le montrer tantôt. Donc, ils cherchent ces projets à faible capitalisation et puis ils investissent leurs bénéfices là-dedans. Donc, vu que ces projets sont à faible capitalisation et qu'ils viennent avec beaucoup d'argent, ça augmente. Donc, ces altcoins augmentent. Vous allez voir, si le Bitcoin a fait x4 ou x10, les altcoins feront x20, x50, parfois x60. D'accord? Et une fois que ces altcoins commencent à prendre d'énormes capitalisations, ces mêmes gens retirent leurs bénéfices qu'ils ont fait dans les altcoins. D'accord? Ils recherchent encore des jeunes projets, des nouveaux projets, des concepts, des trucs de tendance, etc. qui n'ont vraiment aucune capitalisation, qui sont des micro-capitalisations, et ils partent investir là-dedans. Donc, ce sont ces monnaies qui sont des shitcoins. Parmi les shitcoins, bien sûr, il y a des altcoins qui naissent, mais lorsqu'on est en shitcoin saison, on les catégorise un peu tous des shitcoins jusqu'à ce qu'ils fassent leur preuve et gagnent le droit de s'appeler altcoin. Donc, ces petits projets à faible capitalisation qui reçoivent du jour au lendemain des millions, des centaines de milliers de dollars, ça fait qu'un projet qui avait peut-être juste 1 million de capitalisation et qui reçoit des investissements de 100 millions en un jour, se retrouve à faire fois 1000. Et vous vous dites, waouh! C'est pour ça que la shitcoin saison est violente. C'est en ce moment que les gens
Et vous dites, j'ai investi 10 dollars et ça a fait 1000 dollars. Sauf que c'est un moment, c'est pas toujours comme ça. Et puis, on commence à dire, waouh, la crypto c'est cool, etc. Sauf que, généralement, quand on arrive en shitcoin saison, c'est la fin de la phase. Quand on arrive en shitcoin saison, c'est la fin de la phase. Et vu que les gens sont en train de faire des gains, les gens commencent à parler, ça parle, ça parle. Vous allez même acheter votre pain. Le boutiquier vous dit, oh, tu as vu le Bitcoin? Vous allez prendre votre taxi, le taximan vous dit, oh, tu as vu le Bitcoin? Sauf que là, c'est déjà la fin du cycle. Et une fois que tout ça augmente, tout ça finit la bulle finit par s'éclater, bah, les gens commencent à se payer. Et quand on se paye, ça veut dire que de l'argent est sorti du marché pour aller dans la poche des gens. Et du coup, beaucoup de gens qui sont venus acheter parce qu'ils ont compris que ça montait, arrivent lorsque les gens sont en train de se payer. Et du coup, le marché continue à descendre. Et quand la shitcoin saison finit, bah, on attaque ce qu'on appelle le bear market. Donc, pour comprendre, je vais vous expliquer. Donc, avant de vous parler, avant de vous montrer le graphique, donc là, je vous ai montré juste le scénario haussier. Donc, il y a un scénario haussier qu'on appelle le bull run et un scénario baissier qu'on appelle le bear market. Donc, pendant tous ces cycles, Bitcoin saison, altcoin saison, shitcoin saison, c'est les étapes du bull run. Donc, et le bull run arrive après chaque 4 ans. C'est pour ça que c'est important. Donc, après chaque 4 ans, et par la suite, on vit 3 années de bear market, c'est-à-dire de baisse. Maintenant, ces 3 années ne sont pas que des baisses, que des baisses, que des baisses. La première année, généralement, c'est la baisse accentuée. La deuxième année, c'est la consolidation. La troisième année, le marché recommence à prendre des volumes. Et la quatrième année, c'est l'explosion. Donc, les gens qui arrivent souvent à la fin du cycle, ils investissent et ça ne fait que descendre, ça ne fait que descendre, ça ne fait que descendre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dégoûtés. Beaucoup ici sont dans ce cas. Ils sont dégoûtés, ils insultent la crypto, c'est de l'arnaque, etc. Mais plus tard, quand ils comprennent qu'ils sont juste arrivés au mauvais moment du cycle, voilà. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'on atteint la fin du cycle. Et c'est là où le marché est piégeur. Mais ça, on va en parler tantôt. Donc, allons voir. Vous allez me dire, oui, pourquoi ça vient chaque 4 ans? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le marché est piloté par ce qu'on appelle le halving, qui est une période pendant laquelle bah, les, euh, les mineurs de Bitcoin, parce que le Bitcoin fonctionne avec ce qu'on appelle le proof of work, ça veut dire la preuve de travail. Donc, pour avoir des Bitcoins, pour gagner des Bitcoins, bah, tu vas contribuer au développement du réseau du Bitcoin en mettant à disposition du réseau des ressources matérielles et logicielles qui vont valider, aider Bitcoin à vérifier les transactions pour dire oui, c'est vrai, celui-ci qui envoie l'argent, effectivement, c'est vraiment son argent. Celui-ci qui reçoit, oui, c'est effectivement son argent. Donc, si vous participez à ça, vous êtes récompensé pour chaque opération que vous validez. D'accord? Donc, et là, on va vous appeler un mineur. Donc, et au fur et à mesure, après chaque 4 ans, les récompenses des mineurs diminuent. D'accord? C'est comme si on vous dit, bah, vous travaillez, vous entrez dans une entreprise, on dit, OK, le premier, la première année, votre salaire, c'est 100 000. La deuxième année, votre salaire sera divisé par 2, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que plus votre salaire sera diminué, bah, plus l'argent là va se faire rare et plus il y aura de la demande. Donc, exemple bancal comme ça, mais vous avez compris. Alors, on va aller comprendre, c'est quand, heureusement, on peut savoir quand est-ce que ça sera le halving. Parce que c'est programmé dans le code du Bitcoin qui est open source. Donc, on peut savoir c'est quand le prochain halving. D'accord? Et on va aller le voir. Je vais vous montrer comment vous-même vous pouvez vérifier ça. Je vous le montre parce que c'est très important. C'est la base même de l'investissement en crypto. OK? Donc, là, si vous mettez Bitcoin halving, donc je prends la peine parce que beaucoup se mettent à insulter le Bitcoin, à piétiner le Bitcoin. Ça, ce sont les différentes dates de halving. Vous voyez. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Est-ce que cette image est claire? Yes.
Oh là là. Pourquoi c'est si... Pourquoi c'est si lent? Pourquoi c'est si lent? Oh là là. Ok. Good. Donc, voilà, le Bitcoin a été lancé en 2009, donc la courbe commence en 2009-2010, ok. Donc, après chaque 4 ans, donc de 2009 à 2013, vous voyez, il y a eu le premier halving. De 2013 à 2016, il y a eu le deuxième halving, donc la courbe en rouge. De 2016 à 2020, il y a eu un autre halving. Donc le prochain halving sera en 2024, d'accord. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que avant le halving, d'accord, donc là, ne considérez pas tout ceci, mais après le halving, il y a toujours la hausse des prix, d'accord. Une fois que les prix se sont haussés, après le halving, qu'est-ce qui se passe? Le marché corrige. Donc, quand vous êtes en shitcoin saison, on est ici, là, d'accord. Il y a beaucoup de monde qui entre, qui mettent de l'argent. Et par la suite, le marché commence à baisser. On appelle ça la correction. Donc, le marché commence à corriger. Quand ça corrige, vous voyez combien de temps ça prend de 2014 jusqu'en 2015 ou mi-2015. Ça a été infernal. Donc, tous ceux qui ont investi ici en 2014, de 2014 à mi-2015, n'ont fait que perdre de l'argent. Donc pendant tout ce temps, ils ont insulté les cryptos, ils ont maudit les cryptos. Lorsqu'on était ici, les gens disaient le Bitcoin c'est mort. On vous avait dit, c'était de l'arnaque. On vous a dit, je vous avais toujours dit, on vous parle, vous n'écoutez jamais, etc., etc. Donc, fait que ici, les gens qui avaient compris comment le cycle fonctionne, ils ont juste compris qu'ils devraient attendre que cette phase passe et qu'à partir de l'année suivante, ils devraient commencer à accumuler. Donc, ils ont continué à accumuler. Et vous voyez, 2015-2016, c'est toujours considéré comme le bear market, mais vous voyez quand même que là, c'est la consolidation. Donc, le marché ne fait rien. Ça fait des petites pulsions comme si ça monte. Après, ça redescend. Ça vous décourage. Après, ça fait comme si ça veut partir ici. Après, ça redescend. Ça vous rappelle quelque chose cette année, hein? Donc, et après, lorsque ça approche le halving, les gens savent que, avant le halving, pendant le halving, le truc augmente. Vous voyez, ça commence à monter un peu, monter un peu, monter un peu, jusqu'au prochain halving. Donc, il y a les gens qui disent, j'attends le halving pour investir. Ils n'ont pas tort, parce qu'ils savent qu'ils ont plus de chances de rentabiliser après, hein, vu que le marché corrige. D'autres disent, non, un an après le bear market, je commence à investir. Donc, tous ceux qui investissent dans la partie ci, vous voyez qu'avant le halving, ils ont déjà fait x4, x5, parfois x10. Mais c'est à chacun de voir son risque. Donc, une fois que le halving se passe, vous voyez qu'est-ce qui se passe encore? On reprend la course. D'accord? Et on arrive encore ici. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont encore dire, oh, c'est de la merde. C'est quoi cette monnaie? Non, non, ici, ils ne disent pas c'est la merde. Ils disent, waouh, c'est génial, les médias en parlent. Il y a telle banque, il y a telle entreprise qui va accepter le Bitcoin, etc. Et puis, tout le monde entre, et puis, oups, on corrige encore. Vous voyez? Donc, 2018, l'année qui suit le halving, jusqu'en 2019, on a corrigé. Donc, lorsqu'on était dans ce creux, les gens ont commencé encore à dire, oh, vous avez dit que cette affaire, c'est de l'arnaque. On vous manipule. Vous êtes trop con. Comment on peut être aussi con? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Ok. Donc là, ça continue. Oh, j'ai pris une courbe qui est un peu incomplète. Donc, on va aller chercher une courbe qui est un peu plus complète. D'accord. Là, c'est... Hop, hop, hop. Ok. On va voir. Je veux une coupe qui montre le... Ok. Je sais pas pourquoi c'est lent comme ça. Donc, je prends la peine sur cette partie parce que c'est la plus importante. Si vous ne comprenez pas ça, vous serez beaucoup déçu. Vous allez laisser vos émotions... Ça va prendre le dessus. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Le marché fait comme si ça veut partir. Après, ça redescend. Vous allez commencer à maudire les gens. Si vous avez connu le Bitcoin par mois, vous allez commencer à me maudire. Bandit, arnaqueur. Alors, donc vous voyez, ça c'est... il n'y a pas pour 2020? Oh là là.
Oui, le halving, je veux celui, je veux celui, je veux celui. Ok, voici un qui semble être intéressant, mais c'est flou. Voilà. Ok, on va aller sur le... Je voulais vous montrer celui de cette année. Hop, hop, hop. Oh là là, c'est vraiment lent, c'est vraiment lent, c'est vraiment lent. Ok, là c'est jusqu'en 2018, 2020. Oh là là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais revenir juste ici. Donc, en ce moment, si on veut prendre la courbe de 2023, ok, nous sommes dans cette partie-ci parce que 2021-2022, là, ça a été cette descente aux enfers. Vous voyez, c'est généralement lorsqu'on trouve le top du marché, c'est ça qu'on appelle l'ATH, donc le plus haut point, all-time high. Donc, lorsqu'on trouve le top, on corrige. Généralement, ça dure entre 320 et 400 jours. Donc, là, vous voyez que l'année suivante, de 2000, le bull run, c'était 2017. Donc, de 2017, du 8 à 2019, c'était la correction. Donc, c'est comme cette année, donc 2021 à 2022, c'est la correction. Donc, pour aller même jusqu'à mi-2022 ou au deuxième trimestre de 2022. Et après, ça repartira. D'accord? Donc, si vous ne comprenez pas le marché, bah, ici, vous allez vous décourager, vous allez vendre toutes vos cryptos. Et demain, quand vous allez entendre, quand on sera encore au top, vous allez courir pour les racheter. Et puis, donc, quand vous loupez votre bull run, vous attendez 4 ans. Ça fait mal. C'est pour ça que je prends le temps de vous le dire. Donc, si jusqu'ici, c'est correct, on va continuer. Donc, maintenant que vous savez c'est quoi le bull run, c'est quoi le bear market, on va aller poursuivre notre documentation. C'est... Donc, alors, maintenant que vous avez compris c'est quoi la crypto, c'est quoi les services d'une blockchain, il faut que vous compreniez c'est quoi la notion d'échangeur. Parce que, oui, c'est bien beau, vous m'avez parlé des cryptos, mais si je veux en avoir, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Pour l'acheter, vous allez vous rendre sur un échangeur. Maintenant, il y a deux types d'échangeurs. Il y a ce qu'on appelle les échangeurs centralisés qui sont comme des banques, d'accord? Les banques des cryptos qui disent, OK, bah, on sait que chez toi, il n'y a pas la sécurité, d'accord? On sait que tu es dans un quartier où il y a trop de bandits. On sait que tu es un gars négligent aussi. Donc, on se propose bah, de garder ton argent, OK? Et puis, voilà. Comme ça, tu es sûr qu'on ne va jamais nous braquer ton argent en sécurité. Donc, ça, c'est les échangeurs centralisés. Parmi les échangeurs centralisés, vous avez des échangeurs comme Binance, qui a le plus de cotes en ce moment, qui est le leader. Vous avez des échangeurs comme Kraken, comme Coinbase, comme KuCoin, comme Get.io et comme FTX qui a fait un malheur en 2022. En 2022, oui. Donc, mais ça, c'est pas le but de la vidéo. Mais ça pourrait être utilisé pour l'exemple. Donc, à côté de ça, vous avez des gens qui disent non, si on a créé la crypto, c'est parce que on voulait que chacun puisse retirer et mettre son argent sans avoir de compte à rendre. Parce que si vous êtes sur un échangeur centralisé et qui décide que vous ne pouvez pas retirer plus de 1000 $ par jour, qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le pas qu'on a fait en plus? Rien, on est retourné à la banque. Pourtant, on voulait contourner cela. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui disent non, on va gérer notre argent de façon décentralisée. On dit OK, il y a des échangeurs décentralisés et des portefeuilles décentralisés. Ça veut dire quoi, décentralisé? Un wallet ou un portefeuille décentralisé, c'est un wallet qui peut être physique,
comme une clé USB ou numérique, donc qui est un logiciel que tu mets sur ton ordinateur, qui te donne une phrase, ce qu'on appelle la seed phrase. Donc, une phrase de sécurité que tu es supposé être le seul à avoir. D'accord? Si tu donnes ta phrase de sécurité à une personne, bah, la personne possède désormais tes cryptos. OK? Donc, on te dit, OK, si tu veux posséder tes cryptos, pas de problème, sauf que tu seras responsable de tes cryptos. C'est comme si vous partez à la banque, vous dites, donnez-moi mon argent, je vais garder moi-même. Voici ma mallette. On vous donne, vous mettez dans la mallette et puis vous mettez la combinaison. Donc, si vous perdez votre mallette et que quelqu'un se retrouve à la combinaison, bah, il part avec votre argent. C'est aussi clair et puis vous n'allez vous plaindre à personne. D'accord? Donc, il en est de même. Donc, vous avez des plateformes centralisées et des plateformes décentralisées. D'accord? Donc, euh, comment créer ces comptes sur les plateformes centralisées? Déjà, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez retrouver les plateformes centralisées, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Bon, on va le voir après, mais juste pour illustrer ça, on va repasser à notre navigateur. D'accord? Donc, on va prendre une plateforme au hasard. Je vais vous prendre get.io, qui est une plateforme décentralisée. Qui est une plateforme centralisée, autant pour moi. Donc, lorsque vous ouvrez, c'est un site internet comme tout autre, où vous avez les produits qu'ils proposent. Donc, les produits sont toujours liés à la crypto pour dire, OK, vous avez mis vos cryptos chez nous. Si vous gardez vos cryptos chez nous, voilà les avantages que vous aurez. Vous pouvez faire des emprunts, vous pouvez faire, etc. Donc, c'est aussi un aspect très intéressant de la blockchain que je n'ai pas développé. Si vous allez à la banque, vous voulez prendre peut-être, je ne sais pas moi, 10 millions, il va falloir que vous présentiez des collatéraux. Et parfois, vous avez ces collatéraux, mais on ne vous donne pas de l'argent, tout simplement. Donc, avec la crypto, parfois on ne vous donne pas à cause des discriminations de toutes sortes. Avec la crypto, si vous voulez prendre de l'argent, on vous demande un collatéral qui n'est autre que d'autres cryptos. Une fois que vous mettez ces collatéraux-là, vous pouvez aller faire des emprunts, peu importe que vous soyez homme, femme, blanc, noir, peu importe votre pays, vos origines, etc. Donc ça, c'est aussi des avantages du truc, mais on va le voir plus tard. Donc, pour créer son compte, bah, généralement, lorsque vous arrivez, c'est toujours la même chose. Si je vous ouvre deux trucs, vous allez voir que c'est quasi pareil. Hop, ça, Donc, c'est ça, vous voyez, c'est toujours la même chose. Vous allez voir login, s'inscrit, vous allez voir, c'est quasi pareil. C'est simple comme sur tout autre site là. Donc, certaines plateformes ont leurs applications mobiles. Donc, pour ceux qui sont plus à l'aise avec des applications, je sais pas pourquoi c'est très lent chez moi là. Si vous avez des applications mobiles, si vous aimez les applications mobiles, vous pouvez aller les télécharger. Donc là, c'est juste des plateformes exemples. Donc, pour créer votre compte, oh là là, c'est incroyable comment c'est là. C'est incroyable comment c'est là. Donc, pour créer votre compte, ceci vous demande juste l'adresse email, le mot de passe et le code de parrainage. Si peut-être, c'est souvent important si vous avez connu la plateforme par quelqu'un et que vous passez généralement par le code de parrainage, il y a des plateformes qui vous offrent comme des bonus, qui vous retirent des frais de transaction sur toutes vos transactions que vous faites, donc qui vous diminue ces frais de transaction. Donc, c'était juste pour vous montrer comment c'est simple de s'inscrire par vous-même ou voilà. Donc, quels sont les meilleurs échangeurs centralisés? Donc, pour l'instant, c'est un choix très compliqué parce que même les meilleurs échangeurs, même ceux qu'on pensait que c'était les meilleurs échangeurs centralisés, ont beaucoup déçu. Certains ont fermé leurs échangeurs un beau matin avec les fonds de leurs utilisateurs. Le cas le plus récent, c'est le cas de FTX, qui était le deuxième plus gros échangeur au monde et qui a fait faillite en une nuit. Donc, en une nuit, les gens ne pouvaient plus retirer
leur argent, leur jeton s'est divisé par plus de 30 et c'est catastrophique. C'est passé de 25 dollars, aujourd'hui ça coûte 0,80 dollars. Donc c'est compliqué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les échangeurs centralisés ont pas d'avantage. Plus vous allez avancer dans l'écosystème, vous allez comprendre. Donc que ce soit pour les échanges, que ce soit pour des échanges qui ont pour des monnaies qui n'ont pas trop de volume sur des échangeurs décentralisés. Donc, il y a des gens qui sont à l'aise de garder leur argent sur des échangeurs centralisés parce qu'ils ne veulent pas s'embrouiller avec tout le côté technique qu'il y a derrière les portefeuilles décentralisés. Tout comme on accepte mettre notre argent en banque. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être forcément diabolisé comme on pourrait le dire. C'est juste que chacun a ses motivations. Donc, il faut juste savoir c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'inconvénient. Donc, quand je mets mon argent en banque, si la banque fait faillite, bah, c'est mort. Donc, là, on est de même pour les échangeurs centralisés. Par contre, quand je suis sur un échangeur centralisé, je peux aussi trouver beaucoup plus de monnaie. Des frais de transaction sont quasi inexistants. Vous voyez, parfois sur des échangeurs décentralisés, les frais peuvent aller jusqu'à 20 dollars par rapport à ce que vous faites. Donc, sur des échangeurs centralisés, il n'y a pas ça. Les frais, c'est vraiment des poussières. Parfois, vous n'avez même pas l'impression qu'il y a des frais de transaction. Vous pouvez changer des monnaies sans vous soucier des limites des réseaux. Donc, il y a beaucoup d'avantages sur des échangeurs centralisés. Donc, dire aujourd'hui que on va se passer des échangeurs centralisés, c'est vraiment une utopie et je ne suis même pas pour ceux qui pensent qu'il faut qu'on quitte les échangeurs centralisés parce que moi-même j'en utilise et il y a des services intéressants. Sauf que c'est pas un endroit où vous allez laisser dormir beaucoup de sommes, une grosse somme. D'accord? Mais c'est important pour faire des échanges, pour faire. Voilà. Alors, pour faire du trading aussi, ok? Les meilleurs échangeurs décentralisés, selon moi, bah, en tête, il y a Binance, euh, euh, qui a fait preuve jusqu'à date d'aucune faille. Ils ont subi une pression médiatique après la chute de FTX. Les gens disaient non, ils ne sont pas solvables, ils ont triché, etc. Les gens ont commencé à retirer des milliards, des milliards. Binance n'a pas bougé. Ils ont retiré des milliards. Binance n'a pas bougé. En une semaine, ils ont retiré 8 milliards. Binance n'a pas bougé. Pourtant, on a retiré juste 3 milliards sur FTX et ça suffit pour faire tomber la plateforme. Donc Binance, on a retiré plus de 20 milliards. La plateforme n'a pas bougé. Donc pour moi, je pense que c'est le meilleur échangeur actuellement. Et les autres, c'est un peu moins. J'utilise KuCoin parce que bon, je ne suis pas KYC là-bas. Donc, j'ai pas besoin de fournir mon identité pour faire ce que je veux faire. Donc, c'est aussi correct. J'utilise aussi Gate.io pour faire quelques achats sur des cryptos qui ne sont pas forcément accessibles sur d'autres plateformes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la plateforme est petite, bah, plus vous avez la chance d'avoir des gros ratios sur des cryptos pépites que vous dénichez. Donc, quand une monnaie arrive déjà sur Binance, c'est que la monnaie est grosse. Donc, c'est difficile de faire x100. Alors que quand vous chopez une bonne monnaie sur des petites plateformes comme Gate.io ou KuCoin, bah, sa capitalisation sera encore petite et il y a de fortes chances que cette monnaie arrive sur Binance et là, ça va faire comme des gros multiplicateurs. Donc c'est ça un peu le but de l'investissement, c'est choper vraiment quelque chose qui est jeune, pas très connu, sous-estimé, vous sentez un potentiel, vous prenez le risque d'y investir et une fois que ça prend de l'ampleur, vous êtes récompensé. C'est ça la recette, ce n'est pas deux. Quand vous entendez déjà parler de ça, c'est qu'il est tard. Donc quand vous restez, la nouvelle vient vous trouver, c'est qu'il est tard. C'est ça en général. C'est pour ça que je vois les gens s'agiter sur des monnaies, oui, Shiba Inu, oui, Luna Classic, etc. Je suis comme, ok, allez-y. Mais ils ont juste espoir que ça va refaire ce que ça a déjà fait. Ils ne savent pas que ceux qui ont fait de l'argent, c'est ceux qui étaient là quand personne ne connaissait. Donc, et vous, pour trouver la richesse, soyez là où personne, ça n'intéresse personne. Mais que vous sentez un potentiel. Je ne dis pas trouver un projet qui a 2 holders, vous dites, ah, je suis le troisième. Donc, imaginons que ça arrive à 10 000 holders, 100 000, et je serai milliardaire. Non. Il faut que vous sentiez quand même que oui, il y a l'équipe, il y a le projet, est-ce que c'est utile? Bref, il y a toute une analyse à faire là-dedans. Donc, voilà les 3 plateformes que j'utilise. Donc, je vous mettrai des liens en commentaire. Euh, c'est ça. Donc, pour les échangeurs centralisés. Maintenant, pour les échangeurs décentralisés. Donc, c'est... voici un exemple d'échangeur décentralisé. Vous avez vu, on m'a demandé de créer mon compte ici. Je vais ouvrir un échangeur décentralisé. Le plus célèbre qui est Uniswap. Hop, hop, hop.
ou PancakeSwap. Je sais que beaucoup de gens entendent plus PancakeSwap. Donc, on va ouvrir PancakeSwap.finance. Juste vous montrer la différence entre un échangeur décentralisé et centralisé. Mon Dieu, aujourd'hui, cette machine est d'une lenteur catastrophique. On dirait que je ne paye même pas Internet, que je pirate Internet. En tout cas, c'est le bear market, les amis. Même si je pirate, ça fait quoi? C'est le bear market, hein, c'est chaud. Alors, voilà un échangeur décentralisé, ça n'a pas fini de charger. Vous voyez? À la différence, l'autre, on vous a dit créer votre compte. Là, on vous demande juste de connecter votre wallet. Donc, l'accès à la différence, c'est l'accès à un échangeur décentralisé se fait à l'aide de votre wallet, donc de votre portefeuille. D'accord? Pour communiquer, vous allez dire, OK, moi, c'est mon portefeuille. Votre portefeuille vous représente, vous. Donc, vous allez aller créer votre portefeuille et puis vous connecter. Donc, là, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est une formation pour la globalité, pour la compréhension top level. Donc, vraiment, grand angle du truc. Maintenant, si vous voulez aller dans des pratiques, là, c'est autre chose. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce soit une formation où on va créer des trucs, faire des trading, etc. C'est pas vraiment le but. Le but, c'est d'abord comprendre l'ensemble, voir si vous avez de l'intérêt pour cet ensemble-là. Maintenant, si vous avez de l'intérêt, là, vous pouvez faire le pas par vous-même. Mais foncer dans quelque chose où vous entendez juste les gens dire sans comprendre, je sais que c'est des notions très complexes. Moi-même, je suis passé par là. C'est pas top. D'accord? Donc, vous voyez que l'accès ici, on ne vous demande pas votre adresse mail, on vous demande juste votre wallet. C'est pour ça qu'on dit c'est anonyme. D'accord? Donc, c'est pas mal ça. Donc, pour créer votre, je vais vous montrer des exemples de wallet. Vous voyez des petits trucs ici. Donc, ça, ce sont des wallets que j'ai sur ma machine. Donc, si je veux me connecter, par exemple, ils vont me proposer des wallets. Donc, ça, c'est les différents types de wallets. Vous avez entendu parler souvent de Trust Wallet, vous avez entendu parler de MetaMask, de Coinbase Wallet, etc. Donc, généralement, si vous n'avez pas de wallet, vous pouvez le télécharger. Donc, c'est simple. Hein. Si vous n'avez pas de wallet, vous mettez télécharger, par exemple, MetaMask. Par exemple, si vous mettez ça, Google va vous... Ouais, Google va vous donner le bon lien pour le faire. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est pas que c'est simple, mais dans la globalité, comment est-ce que ça fonctionne. Et une fois que vous avez un wallet, bah, ça se présente comme ça. Bon, je vais pas ouvrir mon wallet, mais voilà. Donc, pour créer les wallets, c'est simple. Même sur YouTube, vous pouvez trouver des tutoriels, etc. Mais voilà. Alors, si on revient dans notre bon petit fichier. Alors, on va parler des opportunités qu'offre la blockchain. Donc, déjà, les opportunités qu'offre la blockchain, il y a différents secteurs, d'accord? Quand on parle de blockchain, comme je vous ai dit, c'est un réseau sur lequel on peut créer plusieurs applications. Donc, on a ce qu'on appelle la DeFi. La DeFi, c'est quoi? C'est la finance décentralisée. Donc, la DeFi, c'est la finance décentralisée. Alors, j'ai déjà expliqué pourquoi il est décentralisé, parce qu'on ne veut pas qu'un acteur soit entre vous et vos finances. On veut que vous soyez le responsable de vos finances, que vous fassiez ce que vous voulez de vos finances. Maintenant, dans la finance décentralisée, on a différents types de produits que vous pouvez trouver ou de services que vous pouvez trouver qui peuvent vous aider à mieux gérer votre argent, à fructifier votre argent. Mais attention, quand on parle des cryptos, les gens ne voient que des gains. Ils ne voient que des gains, mais quand on parle de gains, c'est que derrière, il y a des pertes. Donc,
Ayez conscience de cela. C'est plus vous comprenez l'écosystème, plus vous comprenez les cycles, plus vous comprenez l'analyse des projets, plus vous comprenez l'analyse technique, l'analyse du marché, l'analyse comportementale, l'analyse de la foule. Et là, vous serez rentable. Sinon, tout ce que vous allez faire, c'est même si vous gagnez, c'est vraiment dû au hasard. D'accord? Et quand vous gagnez par hasard, vous allez aussi perdre par hasard, à coup sûr. C'est difficile. Les gens qui sont vraiment venus dans la crypto, qui ont fait vraiment des gains, et puis ils sont partis. Non. Moi-même, je suis entré, je me suis blessé. Sauf si vous avez vraiment quelqu'un derrière vous qui vous dit faites ci, faites ça, faites comme ça, voilà un peu des trucs. Voilà un peu des trucs. C'est ce que j'essaie de faire sur la page pour aider les gens à ne pas apprendre en perdant comme nous, on l'a fait par le passé. Et c'est pas des petites sommes. D'accord? C'est des sommes qui pouvaient aujourd'hui aider beaucoup de personnes, aider à créer des entreprises, aider à créer des emplois, aider. Et puis, je ne veux pas que vous autres vous passiez par là. Mais celui qui s'entête et veut faire ce qu'il veut, on ne peut pas le forcer, il passera sa route, mais nous, c'est ça notre vision, d'accord? Et on va le faire ensemble. Donc, sur la blockchain, vous avez plusieurs services comme, vous avez entendu parler des DeFi, oui, apprenez la DeFi, etc. Donc, c'est juste que dans le monde réel, vous avez des services, d'accord, que beaucoup ignorent. Vous ignorez parce que vous n'êtes pas du métier, d'accord? Il y a des moyens de se faire de l'argent à partir des assurances. Il y a les moyens de se faire de l'argent à partir des banques. Mais vu que les gens ne sont pas du métier, ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas comprendre. Donc la finance décentralisée fait partie du métier, c'est même pas ça souvent le problème. Souvent aussi, c'est l'opportunité. D'accord? C'est l'opportunité. On ne vous donne pas l'opportunité de pouvoir investir dans une banque, dans une société, dans une... Bref, ainsi de suite. Donc, avec la DeFi, on va reprendre juste tous ces secteurs-là et puis on va voir comment est-ce qu'on peut les exploiter dans un cadre autre que la DeFi. Comment, dans un système d'assurance, par exemple, pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas être l'assureur? Pourquoi est-ce qu'avec tes 50 dollars, tu ne peux pas être assureur? Pourquoi avec tes 10 dollars, tu ne peux pas être assureur? Est-ce que c'est que la finance traditionnelle nous condamne à être des consommateurs? Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas être aussi fournisseur de services? Maintenant, tu veux créer ton entreprise d'assurance, on va commencer à te dire oui, il faut avoir une caution de 3 milliards de francs CFA, 6 millions de dollars, etc. Alors, sur la blockchain, on dit non. Chacun peut contribuer à hauteur de ce qu'il veut, de ce qu'il a. Tu as 5 dollars, c'est pas grave. Deviens entrepreneur avec tes 5 dollars. Au bout du monde, il y a une autre personne qui a 5 dollars, il y a 20 personnes, il y a 1000 personnes qui ont 5 dollars, et puis ça fait 5000. Sûrement, quelque part, quelqu'un a besoin d'être couvert pour 1000 dollars ou pour 5000 dollars, et puis ça va faire l'affaire, il est prêt à rembourser, je sais pas, pour 5500, et puis ces 5500, les 500 de plus-value, on va vous redistribuer comme des dividendes. Donc, c'est un peu dans cette logique-là que s'inscrit la notion de finance décentralisée, où vous avez des outils comme le, le, le lending, qui est le fait de pouvoir emprunter votre argent, donner votre argent, ou pouvoir vous-même aller chercher des prêts. Donc, auprès des autres personnes, excusez-moi, je suis un peu fatigué avec le boulot de toute la journée. Donc, sachez que, étant sur la blockchain, même avec vos 10 dollars, vous pouvez aller sur une plateforme, dire, OK, moi, je vais être la banque de quelqu'un. Donc, je mets mes 10 dollars pour ceux qui veulent venir emprunter de l'argent. Donc, eux, quand ils vont venir prendre mes 10 dollars, bon, ils vont remettre 12 dollars, mettons. Et puis, j'aurais fait 2 dollars de bénéfices. Sauf que, ce qui est important, c'est que ce n'est pas géré par des hommes. Donc, ce n'est pas l'argent que tu prends pour donner à quelqu'un. C'est l'argent que tu mets sur la blockchain et qui n'appartient qu'à toi. D'accord? Qui n'est contrôlable par personne. Qui est piloté par ce qu'on appelle un contrat intelligent. Qui a déjà des fonctions précises que personne ne peut modifier. Parce que ce qui est écrit sur la blockchain, personne ne peut l'effacer. D'accord? Donc, et c'est automatisé. Quand le smart contract dit, OK, si tu mets ton argent, quelqu'un vient emprunter, s'il ne rembourse pas après 2 jours, on retire sur sa caution et puis on te rembourse. C'est automatique, il n'y a pas que tu vas venir ouvrir, on va dire non, ça a fermé le dimanche, le boss n'est pas là, il est malade, la secrétaire a fermé, etc. Donc, c'est automatique. D'accord? Donc, vous pouvez aussi dire, j'ai 10 dollars, je vais déposer comme garantie pour prendre 20 dollars. Et puis, je viendrai rembourser avec des intérêts.
Maintenant, comment ça se passe, c'est autre chose. Donc, c'est juste que vous soyez conscient que vous pouvez faire ce genre de choses, d'accord? Ok. Vous pouvez avoir peut-être des bitcoins et vous savez que bah, Bitcoin va monter. Vous avez une autre monnaie qu'on appelle peut-être aussi Ethereum. Vous dites, oh, ok, Ethereum va aussi monter, mais je ne veux pas vendre mes bitcoins pour acheter des Ethereum. Donc, je m'en vais mettre mes bitcoins en garantie pour prendre quelques Ethereum. Et à la fin, je me trouve avec des Ethereum qui ne m'appartiennent pas. Si ça monte comme je pensais, euh, je vais faire la plus-value sur mon Bitcoin que j'ai et sur les Ethereum que je n'ai pas. Donc, je gagne sur les deux côtés. À l'inverse, si ça descend, là, vous êtes perdant sur les deux coups. Donc, sur l'Ethereum qui ne vous appartient déjà pas, qu'on coupe sur les Bitcoins qui vous appartiennent. Donc, il faut être conscient. D'accord? Donc, vous avez ce qu'on appelle aussi le stacking. Le stacking, c'est quoi? C'est pouvoir bloquer vos cryptos, d'accord, sur une application on appelle les applications généralement des protocoles. Donc, bloquer sur des protocoles et avoir des récompenses. Donc, ceci aide généralement à sécuriser le protocole ou bien à stabiliser certains prix. Donc, c'est comme la banque. La banque vous dit, OK, vous avez votre compte courant, créez un compte d'épargne, vous mettez de l'argent dedans, vous bloquez, ou bien ce que les trucs de retrait de la fonds. Chaque paye, mettez de l'argent bloqué ici, et puis vous allez récupérer ça quand vous serez en retraite. Et là, ça va vous donner des revenus, ça va vous donner du moins, ça va vous générer du revenu passif, etc., etc. Donc, c'est un peu ça le staking. D'accord? Quelqu'un pourra créer son application et dire, OK, voici le service, voici la crypto-monnaie. Maintenant, si tu gardes et que tu fais preuve de fidélité, voilà, tu gagnes tel pourcentage. Maintenant, il faut faire attention, il faut comprendre bien comment ça se passe. D'accord? Le farming, ça, c'est des expressions un peu qui reviennent. Le farming, c'est vraiment pouvoir participer à donner de la liquidité à une application ou à un pool, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous savez, pour rendre une monnaie accessible au grand monde, on utilise une monnaie s'exprime à partir d'une note, d'accord? C'est pareil pour les échanges. Donc, si vous avez le franc CFA avec l'euro, bah, vous ne pouvez pas exprimer le franc CFA sans euros, par exemple. Donc, pour exprimer le franc CFA, quand vous dites c'est 600 quoi euros. Donc, si je veux changer, bah, il faut qu'il y ait la présence du franc CFA et de l'euro. D'accord? Il en est de même pour les cryptos. Donc. Sauf que ce franc CFA et cet euro est déposé quelque part pour ceux qui veulent faire des échanges. C'est quelque part s'appelle un pool de liquidité. Donc, celui qui veut acheter du franc CFA contre de l'euro, il va venir déposer le franc CFA dans le pool du franc CFA et retirer l'euro dans le pool de l'euro et inversement. Donc, s'il y a beaucoup de personnes qui viennent beaucoup demander l'euro, ça veut dire que l'offre sur l'euro la demande va augmenter et l'offre va pardon. Si beaucoup de gens, excusez-moi, si beaucoup de gens viennent demander l'euro par rapport au franc CFA, ça veut dire que bah, ils se débarrassent des francs CFA et puis ils retirent des euros. Ça fait que la demande augmente sur l'euro et l'offre baisse. Ce qui fait que l'euro va prendre plus de valeur et le franc CFA va en perdre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le même principe qui s'applique à nos monnaies. Ouais, il y a la notion d'inflation, etc. Mais bon, on va pas, on va pas aller dans tous les sens. Donc, c'était pour vous expliquer un peu le farming. Donc, quand vous venez, vous dites, OK, je viens à mes euros et mes francs, je dépose dans le pool de liquidité, que ce soit pour celui qui va acheter, ça va servir celui qui va acheter l'euro, ça va servir pour celui qui va acheter le franc. Et pour chaque achat qu'ils vont faire, il y aura un pourcentage. C'est ça qu'on appelle être farmer. Ça veut dire que vous avez donné de l'argent. Donc, vous avez apporté 2 jetons pour soutenir un échange. C'est ça. Donc, le mining, c'est pour ceux, comme je vous ai expliqué tantôt, pour le Bitcoin, il y en a qui participent à la sécurisation du réseau. Donc, parce qu'il y a plusieurs types de consensus aujourd'hui, parmi lesquels les plus célèbres, c'est du Proof of Stake et du Proof of Work. Donc, le Proof of Stake, le Proof of Work, d'abord, commencer par là, c'est le consensus du Bitcoin. Ça veut dire, plus vous aider à à sécuriser le réseau en validant les transactions, en vérifiant les transactions et en validant les blocs. Vous êtes récompensé pour ça. On appelle ça preuve de travail. Et pour le faire, vous avez besoin juste de votre équipement, votre réseau et le logiciel qu'il faut pour travailler.
D'accord? C'est comme si vous allez vraiment à la mine et puis avec votre pioche et votre pelle, vous creusez, vous creusez. Une fois que vous creusez, vous prenez, vous grattez un peu d'or, vous continuez, vous grattez un peu d'or et ensuite vous allez mettre sur le marché. D'accord? Donc, si on s'aperçoit que la mine d'or produit moins d'or, ça veut dire que l'or va devenir rare, de plus en plus rare. Et en ce moment, bah, l'or va devenir cher. Mais si on mine et puis on voit beaucoup d'or, beaucoup d'or, beaucoup d'or, beaucoup d'or, beaucoup d'or, ça n'aura plus de valeur parce que tout le monde aura de l'or. Ça va devenir comme le caillou. C'est pour ça que le caillou n'a pas de valeur parce qu'on en trouve partout. Ça nous fait même mal, ça cogne le pied. Voilà pourquoi le caillou n'a pas de valeur. Donc, le Bitcoin prend autant de valeur parce qu'on sait que dans le temps, il est limité à 21 millions d'unités. Ce qui fait que le Bitcoin est rare et limité dans le temps. L'argent devient inflationniste parce que les gouvernements impriment, ils impriment, ils impriment, ils impriment. Chaque année, ils impriment des nouveaux billets. Ça fait qu'il y a des billets qui rentrent en circulation. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Vous voyez ça vraiment comme ça. Si vous allez acheter la tomate, vous allez vous voir un seul cajot de tomate au milieu du marché. Les gens vont se bousculer. Une tomate va passer peut-être à 1000 francs. Mais si en entrant au marché, vous allez dire les tomates partout, 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 bah, c'est normal qu'une tomate coûte 5 francs. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même chose avec les monnaies. Donc, pour le mining, pour revenir au mining, lorsque vous aidez à sécuriser le réseau, à valider les blocs, vous êtes récompensé. Et on dit que vous avez miné. Maintenant, il y a plusieurs monnaies ou plusieurs blockchains qui fonctionnent sur ce consensus. Ethereum était aussi là jusqu'en je crois septembre 2022 pardon, où ils sont passés au proof of stake. Le proof of stake dit non. Il y a comment on les appelle, des écologistes qui ont commencé à dire oui, Bitcoin, il faut mettre des machines. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'équation pour résoudre pour valider des blocs avec le Bitcoin, c'est de plus en plus complexe. Donc, plus vous avancez, plus ça devient complexe. Donc, ça veut dire plus vous avancez, plus il est difficile de miner les bitcoins. Et après, on vous dit même, votre récompense sera divisée par 2 en 4 ans. Donc, plus vous souffrez, plus votre récompense diminue en plus. Ça fait que vous souffrez et puis ça donne encore plus de valeur. C'est là. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a dit non, c'est énergivore parce que ça, plus on augmente, plus avant c'était des simples machines, maintenant il faut des grosses machines qui consomment de l'électricité, donc ça pollue l'environnement. On a commencé à dire oui, le proof of work c'est la pollution, etc. Donc plusieurs cryptos ont dit ok, on va passer à un nouveau consensus qui s'appelle le proof of stake. Donc au lieu d'aller travailler avec des machines, vous allez plutôt travailler avec des jetons. Donc plus vous avez des jetons que vous avez bloqués sur la plateforme, bah, vous participez à la sécurisation et à la validation de votre plateforme. Donc, ce sont vos jetons qui travaillent à votre place. Et là, ça crée 100 fois moins d'énergie. OK? Et puis, voilà, le monde est bien content. Donc, c'était pour vous expliquer le mining. Et vous avez aussi du gaming dans bon, c'est une catégorie, je ne voulais pas le mettre, c'est un oubli que je le mette au même niveau que DeFi, mais c'est plus sur la même ligne que les NFT de la Metaverse. Je crois que c'est même un oubli, je l'avais mis, mais... Ah ok, je l'ai retiré, j'ai mis en bas. Donc, on va revenir sur le gaming après. Alors, vous avez sûrement entendu parler des NFT. C'est quoi les NFT? Donc, NFT, en fait, c'est non-fungible token, donc c'est des jetons non fungibles. Donc, pour comprendre ça, il faut déjà comprendre c'est quoi un jeton fongible. Donc, le jeton fongible, c'est quelque chose quelque chose qu'on peut remplacer et qui garde la même valeur. Ça veut dire si je prends un billet de 10 000 francs, je le froisse, je prends un autre billet de 10 000 francs, tout neuf, bah, je vais chez le boutiquier, ces deux billets auront la même valeur. Ces deux billets peuvent s'échanger, s'interchanger, etc. Ça reste le billet de 10 000 francs. En ce moment, on dit ce billet de 10 000 francs, c'est fongible. Donc maintenant, quelque chose de non fongible, c'est quelque chose qui peut avoir la même nature, mais sont uniques et ont la valeur diffère. D'accord? Donc, vous avez dans ces NFT, ces trucs uniques là, ces trucs non fongibles là, qui apparaissent sous plusieurs formes, qui peuvent être sous la forme tout compte fait, c'est sous forme numérique, mais ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des audios. D'accord? Maintenant,
À quoi est-ce que ça peut aider dans la vraie vie? Ça peut aider à prouver l'unicité de quelque chose. Ça veut dire, pour un gouvernement qui tokenise, donc, tokenise, c'est rendre sous forme de jetons. Donc, c'est comme numériser quelque chose sur la blockchain. On va appeler ça tokeniser. Donc, si un gouvernement décide de tokeniser, par exemple, la gestion de ses actes de naissance, ça veut dire des gens ne feront plus des faux actes de naissance. Parce que quand tu nais, on a passé ton acte de naissance sur la blockchain qui est vérifiable. D'accord? Seulement, euh, vous ne pourrez jamais l'effacer. Donc, il n'y aura plus le problème de perte d'acte de naissance. Oh, j'ai perdu mon acte. Oh, il y a incendie, mon acte s'est perdu. Pareil pour la carte d'identité. Pareil pour les passeports. Pareil pour les diplômes. Oh, j'ai perdu mes diplômes. Oh, ça c'est un faux acte de naissance. Oh, c'est un faux passeport. Oh non, c'est un faux test de Covid. Donc, si on avait tokenisé là, vous aurez compris que c'est infalsifiable. D'accord? Ça peut se faire aussi au niveau des œuvres, comme des tableaux. Vous avez, aujourd'hui, il y a plusieurs faux tableaux. On ne sait pas c'est quoi le vrai tableau. C'est le tableau de Da Vinci, etc. Mais est-ce que c'est le vrai? Pourquoi? Vous avez des œuvres comme vraiment des livres, des musiques, la piraterie, etc., etc., etc. Donc, les NFT, c'est vraiment un moyen de posséder quelque chose de façon unique et pouvoir apporter la preuve que c'est vous et cette preuve qui est vérifiable. D'accord? Donc, maintenant, les NFT sont répartis en deux types. Vous avez des NFT utilitaires qui vraiment sont là pour une utilité. Ça peut être vraiment votre passeport pour euh, accéder à une application, pour débloquer certaines fonctionnalités, etc. Ça, on va dire, votre NFT a une utilité. Donc, c'est un NFT utilitaire. Maintenant, vous avez un autre type de NFT qu'on appelle les collectibles, qui sont vraiment des trucs qui sont, euh, comment on dit, subjectifs. D'accord? Qui sont subjectifs. C'est comme un tableau où quelqu'un dit, oh, ce tableau est beau, l'autre dit, non, c'est laid. Ce tableau est beau, je peux mettre 10 000 $ dessus. Quelqu'un dit, quoi? Même 1000 $, je ne mettrai pas. Quoi? Même 10 $ je ne mettrai pas. Donc, c'est vraiment subjectif. Vous avez une vague d'influenceurs qui sont arrivés et qui vous pondent des images vraiment catastrophiques et qui attribuent une valeur. Et comme ils ont le pouvoir de l'influence, les gens se disent, oui, ça a effectivement une valeur. Et vous retrouvez en train d'acheter une image à 1 million de $. Il y a des NFT qui sont vendus à 10 millions de dollars, 24 millions, etc. Donc, c'est l'évolution, on ne peut rien y faire. Maintenant, si vous aimez ce côté-là, c'est comme il y a des gens qui aiment des tableaux. Vous ne pouvez pas leur empêcher. Vous ne pouvez pas dire non, les tableaux, c'est la merde. Il aime ça, il sait comment reconnaître un bon tableau et il sait comment il fait de l'argent avec des tableaux. Donc, je ne condamne pas ceux qui sont dans les NFT de type collectif, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Non, je préfère des NFT utilitaires. Parce que les NFT collectifs, c'est très spéculatif et puis j'ai pas vraiment le temps d'aller étudier un projet. C'est facile parce que tu peux voir l'utilité d'un projet, tu peux voir la pertinence, tu peux voir l'évolution et puis tu comprends que c'est un projet qui peut exploser dans 2 ans, 3 ans. Mais NFT, c'est juste être au bon moment, au bon endroit, avoir la bonne info. C'est très compliqué et puis quand c'est déjà gambling, ça ne m'intéresse plus trop. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bien sûr, on ne juge personne. Vous avez sûrement aussi entendu parler de la métaverse, qui est cet univers virtuel qu'on veut nous faire, vers laquelle on veut nous faire transiter. Et voilà. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la métaverse existe déjà avant la blockchain. Donc, la métaverse, ce n'est pas un concept nouveau, c'est juste l'application de la métaverse à la blockchain qui est quelque chose de nouveau parce que ça sera un monde dans lequel vous possédez réellement vos éléments. Donc, au niveau où on en est, bah, il n'y a pas de réel projet de métaverse. L'ensemble des projets de métaverse aujourd'hui, c'est vraiment du marketing pour ma part. Chacun peut avoir son opinion là-dessus. Tout simplement parce que des moyens technologiques qu'on a aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir du bon métaverse, que ce soit technologie, que ce soit équipement, infrastructure, réseau, que ce soit infrastructure de stockage, parce que ça va prendre des, 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 des- des unités de stockage monstrueuses. Donc, aujourd'hui, vous voyez un projet fait un peu de 3D animé comme ce qu'on faisait dans les années 95 et vont vous dire voilà la métaverse de ceci, voilà les terrains qu'on vend. Mais ce n'est pas vraiment la métaverse, c'est du marketing, c'est ce que j'essaie de transmettre aux gens. Je me suis souvent fait
taper dessus là pour ça, mais c'est vraiment ça. À côté, on a du gaming. Et il ne faut pas oublier que le marché de la métaverse c'est vraiment le futur, d'accord? Et que c'est quelque chose qui sera vraiment rentable. D'accord? Si vous voyez Facebook qui a changé son nom en Meta, si vous voyez des sommes qu'ils ont déboursées pour ça, c'est vraiment colossal. D'accord? Sauf que ils ont compris que ça prend beaucoup de choses. Les gens se moquent d'eux, ils ont perdu l'argent, etc. Mais parce que les gens regardent beaucoup de choses à court terme. C'est ça le problème avec l'humain. Ils sont généralement à court terme. Ah, on se moque de vous parce que vous avez investi dans la crypto, ça a chuté. Mais ils ne voient pas dans 5 ans, ils ne voient pas dans 10 ans. Pourtant, les mêmes sont très contents d'aller déposer l'argent et retirer à leur retraite dans 20 ans. Donc, il faut arrêter de voir à court terme. Donc, la métaverse, je suis pour la métaverse, bien évidemment, mais je suis contre les formes actuelles de métaverse. Donc, le gaming. Le gaming, pour le gaming, il y a des jeux vidéo qui veulent se faire sur la blockchain. C'est d'ailleurs l'avenir du jeu vidéo, bien évidemment. Parce que, vous voyez, l'enjeu, en fait, c'est pas. Vous voyez, c'est la possession. Vous allez voir que le point qu'il y a là-dedans, pourquoi on le fait sur la blockchain, le game, il y a déjà le game sur PlayStation, etc. Mais pourquoi on le fait sur la blockchain? C'est cette notion de possession. Vous jouez à un jeu, vous débloquez une arme, on vous dit que ça a une valeur, mais. Et qu'il y a juste deux exemplaires. Mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est deux exemplaires? Avec la blockchain, on pourra le voir sur la blockchain qu'il y en a deux exemplaires, que je suis effectivement le détenteur. Et je pourrais attribuer une valeur et je pourrais le vendre sous forme de NFT, etc. On pourra l'exporter même dans un autre jeu. L'échange de valeur sera plus concrète. Donc, ça sont des petites folies de ce que la blockchain nous offre. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. C'est juste des grands plans. Et donc, on va passer sur le point suivant. Les outils incontournables pour terminer. Donc, si vous voulez vous lancer vraiment en crypto, vous devez avoir ces outils idéalement, d'accord? On va commencer par le premier outil qui est CoinGecko. Donc CoinGecko, je vais aller vous présenter ça tout de suite. On va repartir sur Docteur CoinGecko. Alors, si vous allez juste taper, comme vous voyez, CoinGecko, c'est lui. Moi, je vais fermer les autres. Je sais pas pourquoi c'est si lent. C'est vraiment compliqué, c'est abusé. C'est abusé. Vérifie si tu es un humain. Donc vous pouvez avoir sous forme, je l'utilise plus sous forme d'application mobile. Hein. Vous pouvez le télécharger sur Play Store ou sur Apple Store si vous voulez. Donc en fait, c'est... Voilà. Donc vous avez vu tantôt CoinGecko et CoinMarketCap. C'est vraiment deux plateformes quasi similaires, si on peut le dire. Donc c'est des plateformes d'analyse. Pour moi, c'est les deux plateformes les plus importantes pour tout crypto analyste. Moi perso, ce sont des plateformes que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je passe des heures sur ces plateformes-là par jour parce que ça me permet d'aller analyser des projets, de prendre certaines métriques sur certains projets, de prendre certaines informations, d'analyser le jeton, ce genre de choses. Donc pour tout le monde qui souhaite vraiment analyser les projets, voir où sont répertoriés tous les projets crypto. Bon, pas tous parce que tous ne sont pas listés, mais ceux qui ont quand même passé une étape de se faire lister sur ces plateformes-là, parce que c'est la base. Donc, vous pouvez les voir. Oh, celui-ci est encore en train de charger. J'hallucine. Je comprends pas. Donc, si vous voulez faire l'analyse, par exemple, je sais pas moi, du
Cardano, je dirais n'importe quoi. J'aurais dû utiliser un autre ordinateur, celui-ci, là. Donc, là, j'ai mis le truc en noir. Donc, ici, quand vous ouvrez peut-être, vous voulez analyser un projet, je ne dis pas que ça, c'est pour vous apprendre forcément à analyser, c'est juste pour vous donner des informations, comment vous pouvez regarder un projet. Donc, ça, c'est le nom du projet, le code du projet, le prix du projet, la market cap du projet. Donc, la capitalisation dont je parlais tantôt, c'est rien d'autre que le prix que vous voyez ici, là, multiplié par ce qu'on appelle la quantité en circulation. Ici, circulating supply. Donc, quand vous multipliez les deux, ça fait la market cap. Ce qui fait que ça lui donne une market cap de 9 milliards. OK? Donc, dans le principe, c'est plus la market cap est grande, bah, moins vous avez de chances de faire beaucoup d'argent parce que pour que ce projet fasse x10, en fonction de la circulation supply, il faudra généralement que la market cap fasse x10. Donc, si la market cap fait x10, là on se retrouve à 90 milliards ou 96 milliards de dollars. Donc, vous voyez que c'est plus compliqué que aller investir dans un projet qui est aussi bon et qui est, mettons, dans les 100 millions. Parce que pour qu'un projet qui coûte 100 millions fasse x10, il faut qu'il aille juste à 1 milliard. Or, lui, pour qu'il aille faire x10, là, il faut qu'il aille à 90 milliards. Donc, qu'est-ce qui est plus simple? Mais je ne dis pas que c'est une règle qui se vérifie toujours, mais c'est une façon de voir des choses. Donc, ici, vous avez le volume en journalier. Donc, là, il a fait 200 millions de volume en journalier. Là, vous avez la quantité totale. La quantité totale, c'est la quantité disponible du jeton. Là, vous avez la quantité maximale. Donc, la quantité maximale, c'est la limite du jeton. Ça veut dire on ne pourra pas faire un jeton de plus une fois qu'on aura atteint cette quantité-là. Donc, la différence entre la quantité en circulation et la quantité totale, c'est que la quantité totale, là, entre lui et là, il y a un delta. Et le delta, donc, qui est la différence, ce sont des pièces qui ne sont pas encore en circulation. Parfois, c'est des pièces qui sont verrouillées. Parfois, c'est des pièces qui sont dans les portefeuilles des développeurs. Parfois, c'est des pièces qui sont possédées par des investisseurs. Donc, qui ne sont pas encore en circulation. Donc, vous devez faire attention parce que s'il n'y a pas assez de pièces en circulation, il faut chercher où sont ces pièces. Maintenant, pour des projets sains, ils vont vous dire, OK, ces jetons qui ne sont pas en circulation, voici tel pourcentage. C'est pour les développeurs, pour développer l'écosystème. Ça, c'est pour peut-être le trésor. Ça, c'est pour le ratio en stacking, etc. Parce qu'il ne faut pas juste voir, ah, il n'y a pas assez de pièces en circulation. Vous dites, non, c'est un faux projet. Non. Parfois, le reste des pièces, c'est pour la communauté, c'est pour les airdrops, c'est pour le stacking, etc. Donc, avoir une petite quantité en circulation ne veut pas forcément dire que c'est un faux projet ou bien que c'est mal réparti. Il faut comprendre comment est-ce que c'est réparti. C'est ce qu'on appelle la tokenomique. Donc, je crois que ils ont même rajouté une rubrique là pour tokenomique. Si vous cliquez. Oh, c'est insupportable cette lenteur là. Excusez-moi, les amis. Donc, vous voyez que lors de leur lancement, ils ont donné 57% de leurs jetons lors de l'ICO. L'ICO, c'est comme une levée de fonds où les gens viennent acheter des cryptos comme si c'était des actions des entreprises qu'ils achetaient. Donc, vous voyez quand un jeton démarre comme ça, là, donnant 57% de ces jetons aux investisseurs, bon, avant, ça passait parce que c'était faiblement capitalisé, d'accord? C'est pour ça que vous voyez, ces jetons ont quand même réussi à faire des performances pareilles. C'était des jetons à petite capitalisation. Mais aujourd'hui, si vous donnez pareil quota aux investisseurs, ça dit vous tuez votre projet dans l'œuf. Donc, vous voyez là, ils ont 30% en stacking reward. Donc, les gens pourront dire non, il n'y a pas assez de pièces en circulation. Pourquoi tout n'est pas en circulation? Mais ce qui reste, c'est pour récompenser ceux qui font du stacking sur le réseau. Et puis la team à 11%. Donc, ça peut vous aider à avoir des allocations. Et puis ici, c'est pour voir comment les pièces seront complètement relâchées. À partir de quel moment les pièces seront complètement relâchées.
Donc, c'est ça. Pour CoinGecko, c'est la même chose. Donc, pour CoinMarketCap, autant pour moi. Donc, si vous voulez voir un peu plus sur Overview. Donc, sur Overview, là, vous pouvez, si vous descendez un peu, là, vous pouvez avoir la courbe qui va se dessiner à gauche. Vous pouvez avoir les informations comme le plus haut prix que le truc a connu et son plus bas prix aussi. Donc, je peux voir que par rapport à son prix actuel, là, par rapport à son plus bas, il a fait 13 000%. Donc, ça veut dire que si vous avez acheté à ce prix-là, au plus bas prix qui est lui, malgré que le marché soit monté et corrigé, vous êtes quand même en gain de fois 132. Donc, c'est quand même énorme, c'est quand même énorme. Donc, pour ceux qui pensent que les cryptos, c'est de la blague, bonne chance à vous. Mais il faut trouver juste le bon projet parce que 98 voire plus des projets en crypto vont mourir et 99 des projets en crypto vont mourir dans 10 ans. Donc, c'est pas mal ça. Pourquoi une market cap, c'est pareil, c'est juste une question de goût et de couleur. Mais moi, j'utilise les deux parce qu'il y a des informations que je trouve mieux chez CoinMarketCap que CoinGecko. Et voilà. Donc, c'est vraiment des goûts et des couleurs. Des goûts et des couleurs. Donc, on va retourner dans notre PowerPoint. Alors, donc vous avez aussi Poucoin. Bon, Poucoin, c'est plus pour ceux qui achètent des monnaies qui ne sont pas encore listées sur la plupart des échangeurs. Ah, j'ai oublié de vous dire tantôt, je vais repartir. Vous écoutez souvent, vous entendez souvent des gens dire, ah, je veux le contrat de ce jeton. Oh, je veux le contrat, je veux son adresse. Oui. Alors, pour acheter une monnaie en mode décentralisé, vous avez besoin de son adresse. D'accord. Si c'est sur le centralisé, vous partez juste, vous voyez le nom de la monnaie, vous cliquez, je veux acheter, vous achetez. Mais si c'est en décentralisé, vous avez besoin de son identifiant. Son identifiant, c'est son adresse. OK. Et sur des plateformes telles que CoinMarketCap et CoinGecko, bon, on va prendre un exemple sur, je veux dire n'importe quoi. Si je prends par exemple Polygon, si je clique sur lui, si je veux par exemple son adresse, la vidéo va faire un peu long, mais j'ai fait l'effort que ça rentre sur moins de 2 heures pour que vous n'ayez pas de raison de dire vous n'avez pas pris 2 heures de votre vie pour comprendre le sens de la crypto. Donc, vous ne pouvez pas vouloir l'argent et puis ne pas être prêt à sacrifier aussi du temps. Donc, vous voyez, c'est vraiment des goûts et des couleurs. Parfois, je trouve que CoinMarketCap donne bien certaines choses. Parfois, CoinGecko. Donc, ici, là, c'est le contrat. Là, vous avez vu contrat. Donc, il peut arriver qu'une monnaie soit déployée sur plusieurs réseaux. Donc, pour copier son contrat, il faudra que vous sachiez pour quel réseau vous voulez le contrat. Donc là, par exemple, Polygon, il est sur Ethereum, qui est son contrat principal. Il est sur BNB Smart Chain, il est sur Solana, il est sur Polygon lui-même et il est sur Moonbeam. Donc, si je veux son réseau, si je veux copier son contrat sur la BSC, je copie juste ici et j'ai son contrat. Et là, je pourrais aller acheter et vendre. Donc, c'est juste pour vous dire, vous devez arrêter de demander les contrats aux gens. Sachez que vous êtes autonome. Vous êtes autonome en ce qui concerne trouver les contrats par vous-même. Si vous voulez demander que ce soit juste comment dire, pour vous assurer que ce ne soit pas juste. Oui, on a parlé de cette monnaie. Leader, c'est quoi le contrat des trucs? C'est pas des questions que j'aime. C'est pas des questions que j'aime. Quand je prends le temps de vous apprendre des trucs comme ça, c'est pour que vous puissiez les développer aussi et apprendre aux autres. Mais si vous êtes dans la culture de la paresse, ou vous voulez juste qu'on fasse tout pour vous, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc c'est très important ces éléments que je vous montre et c'est pour développer votre autonomie parce que demain je peux ne pas être là. D'accord. Donc on va retourner. On parlait de Poucoin tantôt. Poucoin c'est aussi une petite plateforme pour ceux qui utilisent les jetons de la BSC. Ça peut être très important pour eux. Hein? On va voir comment on va aller voir la courbe d'un jeton à partir de Poucoin. Sinon à côté vous avez les Dex Tools et autres choses. Donc je vais copier le contrat.
de Polygon pour aller voir sa courbe sur Bitcoin par exemple. Bitcoin, les gens utilisent plus pour les monnaies qui ne sont pas encore listées sur les CoinMarketCap. Et voilà. Donc, c'est un truc vraiment simple, mais beaucoup utilisé. Je copie l'adresse, je colle là, et puis il me donne le Matic. Et je clique. Voilà. Donc, je peux voir que le Matic, a 2000 BNB dans son pool de liquidité. Vous voyez, ils ont aussi 534 sur le protocole EppSwap. Sur PancakeSwap V2, ils en ont 332 BNB. Sur Biswap, ils en ont 2600, etc. Donc là, vous pouvez voir la courbe du Matic. Bon, ça, c'est la liquidité, là, c'est des informations comme ça que peut-être les autres ne donnent pas aussi clairement. Mais c'est vraiment quelque chose que les gens utilisent quand même. Donc, moi, je préfère Dex machin, c'est là. Mais bon, c'est à vous de voir. Alors, on va retourner sur... Donc, un autre outil incontournable, c'est l'outil Telegram. Donc, Telegram, vous ne pouvez pas être dans la crypto. Vous ne pouvez pas être dans la crypto et vous n'avez pas Telegram. Parce que les amis, il faut qu'on arrête de se mentir. D'accord? Quand vous voulez, parce que beaucoup de gens veulent juste être riches. Ils veulent se lever et dire, donnez-moi une monnaie qui fait x10 demain et puis je deviens riche. La vie ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'on ne veut pas, mais parce que les règles naturelles, c'est comme ça. Vous devez apprendre à chercher, à travailler à la sueur de votre front. D'accord? Maintenant, on peut juste avoir des facilitations qu'on met sur votre route, mais l'effort doit venir de vous. Donc, si vous dites non, j'ai la paresse d'avoir Telegram, non, j'ai pas d'espace pour installer Telegram, non, j'ai déjà WhatsApp, allez encore sur Telegram. Non, restez juste chez vous, ne cherchez pas à venir gratter l'argent dans la crypto. D'accord? Mais si vous voulez être dans la crypto, bah, soyez prêt à aller là où les autres ne vont pas, à aller toucher les outils qui cachent des informations, où on trouve des informations, parce que c'est là que la richesse vient. C'est pas en restant derrière votre ordi en attendant. Leader, envoyez-nous le truc. Leader, donnez-nous 2 jetons, donnez-nous 5 jetons. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Donc, si c'est votre manière de fonctionner, quittez la page, allez peut-être là où on fonctionne comme ça, faites vos trucs, il n'y a pas de souci, nous on va avancer de notre côté, mais si vous voulez être de notre côté, sachez que vous allez chercher, on va vous accompagner, on va partager, mais il faut que vous soyez un bosseur, parce que la richesse ne vient pas comme ça. D'accord? Donc, vous devez avoir Telegram, c'est impératif. Pareil, commentaire pour Twitter. Non, j'ai pas Twitter, je ne connais pas comment Twitter fonctionne, nanani, nanana. L'argent, l'information, vous croyez que c'est où? L'information, c'est sur Twitter, la vraie info, c'est sur Twitter. D'accord? C'est parce que nous, on se débrouille à vous ramener ça sur Facebook. Facebook, il n'y a rien sur Facebook. C'est juste, je suis sur Facebook parce que les Africains sont sur Facebook majoritairement. Sinon, je ne serai jamais sur Facebook parce qu'il n'y a rien sur Facebook. Il y a quelle information qui vous donne de l'argent sur Facebook? Peut-être, à part quand on fait des pages comme ça, là, et quelques rapages, parce qu'on sait que les Africains sont sur Facebook, pour ça que j'ai fait cette page. Mais sinon, vous ne m'aurez jamais vu sur Facebook. Donc, Twitter, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la crypto, vous n'êtes pas sur Twitter. Non. Donc, détrompez-vous aussi, c'est des petites attitudes que vous aviez. Soit vous continuez dans votre jonglage de tous les jours, ça n'engage que vous, ça ne nous intéresse pas du tout, mais si vous voulez être dans la communauté, sachez que vous devez avoir votre Twitter, vous devez avoir votre Telegram. Sinon, faites comme vous voulez, ça n'engage que vous. Vous devez avoir aussi Discord. Discord n'est pas encore très connu, c'est encore compliqué pour certaines personnes, mais c'est le futur des réseaux sociaux mobiles. Discord va détrôner Telegram dans les années à venir. Ça, vous avez ma parole. Parce que leur philosophie, c'est beaucoup plus intéressant que ce que Telegram propose. Telegram est encore simple parce que ça ressemble à WhatsApp. Quand les gens rentrent sur Discord, c'est pas comme ce qu'ils voient souvent. Bah, ça peut faire... voilà. Mais vous devez apprendre Discord.
C'est impératif. C'est impératif. Il n'y a pas à discuter. D'accord? Donc, pour la dernière, c'est vraiment optionnel. C'est Iris App. Pourquoi Iris App? Je suis parmi ceux qui ont fondé et qui ont créé l'application. Parce que j'en avais marre que beaucoup de monde me demande sur la page, c'est dans quel projet qu'on va investir, c'est dans quoi qu'on va faire. Donc j'ai dit, ok, on va mettre sur pied un projet à l'aide de l'intelligence artificielle qui va se baser sur des analyses on-chain, euh, qui va recenser certains projets, faire le tri à partir des éléments éliminatoires, me donner ces projets-là, et puis on va repasser ces projets à vue, d'accord? Et puis on va les placer dans une application que ceux qui soient dans la communauté n'aient plus de soucis sur quel projet investir, mais plutôt sur comment trouver l'argent pour investir sur mon projet favori. Donc, l'outil a recensé déjà plus de 100 projets, je pense, plus de 100 projets dans différents domaines. Parce que l'idée, c'est vraiment, ok, fouiller des projets, c'est plus vraiment ça. C'est plus utiliser les outils qui doit être un problème pour vous. Donc, comment manier d'outils quand une opportunité vient sur la DeFi, comment est-ce que je vais? J'ai partagé un, un airdrop tantôt. Beaucoup ne vont pas l'exploiter parce qu'ils sont limités au niveau de l'outil. Vous voyez, oh, ce n'est plus. Je veux que l'outil soit quelque chose que vous maîtrisez. Maintenant, l'information, nous, on va vous l'apporter. D'accord? Si vous n'avez ni information ni outil, c'est pas bon. Si vous avez l'information, pas d'outil, c'est pas bon. L'information, nous, on vous la donne, mais l'outil, c'est à vous d'aller chercher. Nous, on vous donne des petites formations comme ça, parce que c'est ce qu'on peut. Maintenant, le reste, c'est vraiment à vous de développer, c'est vraiment à vous de monter, c'est vraiment à vous de grandir. D'accord? Donc, je vous recommande aussi d'avoir Iris App. Je vais laisser le lien dans la description aussi, où vous avez des projets avec leur potentiel selon nos algorithmes qui s'appuient sur l'IA, leur potentiel dans les 3 années à venir. Donc, le prochain bull run, d'ici la fin du prochain bull run, c'est très intéressant. Donc, c'est pas mal ça. On a fait le tour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, appelez-moi Crypto en Afrique ou comme vous voulez. J'ai lancé cette page pour parler un peu de ce que je fais, pour, euh, pour aider un peu la communauté africaine qui n'avait pas forcément accès aux informations en ce qui concerne la crypto. Et surtout parce que dans la crypto, le Bitcoin est là, le Bitcoin monte, tu mets tes 100 dollars. Si ça monte, bah, tu as gagné si ça fait x2, tu as gagné tes 100 dollars. Que tu aies dit à quelqu'un que c'est une bonne opportunité, ça ne t'empêche pas d'avoir tes 100 dollars. D'accord? Sauf que je suis contre tout système de pyramide, ok? Des trucs où on dit oui, va acheter tel truc parce que derrière, ce que tu déposes, on va prendre pour faire ci avec, ce que tu déposes, on va prendre pour faire ça avec, et puis ça fait des pyramides de Ponzi. Non. J'ai vu que la crypto, c'est quelque chose qui offre une réelle opportunité pour que ce soit des jeunes entrepreneurs africains, que ce soit... euh, je sais que nous sommes pauvres, les Africains, on est pauvres, donc c'est une opportunité aussi pour nous de pouvoir sortir de la pauvreté. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partager. Sinon, initialement, je suis développeur de logiciels. J'ai une entreprise de développement de logiciels, donc qui fait des produits pour des entreprises. Je ne vais pas te parler de ça ici, c'est pas le but. Euh, En ce qui concerne la crypto, j'essaie de mettre sur pied des outils qui doivent accompagner des personnes qui arrivent dans la crypto, des outils que j'aurais voulu avoir lorsque j'arrivais aussi dans la crypto, qui me donnent la bonne information, qui me donnent euh, la voie à suivre ou qui m'aident à avoir la voie à suivre parce qu'au final, c'est chacun qui trace sa voie, on s'entend. Donc, pour ça, j'ai lancé le projet Iris. Vous allez souvent entendre parler sur cette page. Donc, Iris qui est vraiment une boîte à outils qui va accompagner les investisseurs crypto sur, par exemple, Iris App, sur comment vous allez avoir tous les projets à portée de main et juste dire, OK, je veux un projet de métaverse, OK, je veux un projet de l'assurance décentralisée, OK, je veux un projet de DeFi, OK, je veux un projet de AI et aller déjà voir des projets prélistés. Donc,
C'est des ensembles d'éléments comme ça. Récemment, on a lancé aussi une plateforme d'achat de crypto parce que euh, il y a des plateformes d'achat de crypto qui existent déjà en Afrique, mais qui prennent des frais énormes ou qui vous demandent de donner vos pièces d'identité, etc. Pourtant, dans la réalité, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. On a juste besoin d'une application qui sait gérer des échanges. D'accord. Donc, c'est pour ça que nous avons lancé aussi Iris P2P, qui est une plateforme à but non lucratif. Donc, ça veut dire, le but de la plateforme, c'est pas de générer des revenus. Donc, la plateforme permet à tout le monde, peu importe où ils sont, mais principalement des Africains, de pouvoir acheter des cryptos. Donc, si vous vous intéressez aux cryptos maintenant, comme vous avez vu la formation, disons, si vous voulez avoir, vous avez créé votre compte, vous voulez avoir les cryptos dedans, comment est-ce que vous faites? Parfois, si vous allez sur Binance, il va falloir que vous créez des comptes avec vos cartes, etc. Et c'est difficile de démarrer. Or, je me suis dit, il faut un outil vraiment où vous partez sur l'outil, vous voyez, je veux la crypto, ok, je paye avec quoi? Dans mon pays, il y a Orange, dans mon pays, il y a MTN, dans mon pays, il y a Move, dans mon pays, il y a quoi? Ok, je veux pour 1000 $, je veux pour 500 francs CFA, je veux pour 1000 francs CFA, ok, vous mettez, le vendeur vous dit, ok, voici le truc, on vous envoie vos jetons, vous payez, on vous envoie vos jetons, entre vendeurs, le jour où vous-même vous voulez vendre vos jetons dans votre pays, c'est des trucs que quand vous serez vraiment dans la crypto, vous allez comprendre un peu l'importance. Peut-être, vu comme ça, vous ne voyez pas encore l'importance. Mais quand vous allez être dans la crypto, quand vous allez vouloir en acheter, vous allez voir un peu la limite des systèmes actuels. Ou quand vous allez vouloir vendre, c'est là où vous allez comprendre un peu la limite des systèmes actuels. Vous voyez un peu. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble vite fait pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est P2P. Or, ça va encore nous faire le coup de la lanterne. Je crois que je dois avoir une mise à jour sur l'ordinateur qui empêche de... Donc, je vais aussi encourager les frères africains qui sont qui sont dans le développement, qui sont dans la création de valeur. Je me fais contacter quand même par beaucoup de personnes qui créent des choses et qui veulent aussi se faire connaître. Si vous avez remarqué, je ne fais pas de promotion sur ma chaîne. C'est pas parce que je n'en reçois pas, j'en reçois énormément même. Mais c'est pas des choses parfois qui partent dans qui partent dans le sens de mes valeurs. Comme beaucoup de sociétés de paris sportifs, peut-être me contactent pour certaines choses, mais c'est pas quelque chose que je vais donner à ma communauté parce que ça apporte quelle valeur. Oui, je me fais du fric derrière, mais ça vous apporte quoi? Je ne veux pas être dans ce genre de choses. Euh, pour ceux qui développent vraiment des choses et qui pensent que c'est important pour la communauté, ça permettra de résoudre un problème réel. En ce moment, vous allez me contacter, vous n'avez pas besoin euh, ne vous dérangez pas. Il faut juste que votre produit soit pertinent parce que je ne présente pas des projets juste parce que c'est africain. Je présente parce que c'est bien. D'accord? Parce que moi-même, quand je travaille, je fais ce qui est bien. Si ce n'est pas bien, je retire. C'est pas pour la prétention, c'est juste pour dire on va mettre aussi le niveau à. On va plus travailler comme si on était des Africains. On va travailler comme si on affronte le monde. Si on fait quelque chose, c'est niveau mondial. D'accord? Je vous parle peut-être des produits comme si c'est africain, mais je vous le dis parce que j'ai pensé à l'Afrique avant de le faire, mais c'est plus des trucs au niveau mondial. Donc là, par exemple, c'est ce que je vous disais rapidement. Si vous voulez acheter des cryptos, c'est très simple. Vous venez juste et puis vous voyez comment acheter. Euh, donc c'est pas mal ça. Donc on va retourner à notre PowerPoint. Je crois qu'on touche à la fin avant de conclure. Voilà. Donc vous avez vu, l'idée c'était vraiment de faire un peu le tour de l'aspect crypto. Bien sûr, il y a des trucs que j'en oublie. J'ai fait ça comme ça. Et puis, c'était plus pour vous donner un peu de la... Comment dire? Pour vous orienter un peu, pour vous donner de l'orientation sur c'est quoi la crypto, avant de dire oui, formez-vous, mais je me forme sur quoi? Est-ce que je comprends sur quoi je me forme? Pourquoi est-ce que je dois me former? Donc,
Investir dans la crypto, non, pourquoi je dois investir? Mon ami me dit ça, pourquoi? Ce genre de capsule, c'est plus pour que vous compreniez. Maintenant, en fonction, si vous avez, si vous percutez et que vous voyez que ça peut apporter quelque chose, en ce moment, vous allez pousser vous-même de façon naturelle, les recherches. Mais si vous voyez que ça ne vous dit toujours rien et puis c'est de la merde, bah, vous passez votre chemin et puis vous vous concentrez sur ce que vous faites tous les jours et puis euh, ça va finir par payer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si ce contenu vous a plu, si vous avez aimé l'effort, apprécié l'effort qui a été fait, alors la seule chose que je vous demande, c'est de le partager. Partager, au moins un partage par personne. Donc si une personne qui voit partage à son entourage, bah, ça fera que vous aurez contribué à faire connaître la crypto autour de vous, à faire développer aussi la connaissance des gens autour de vous qui peut-être étaient réticents à l'idée des cryptos, mais qui lorsqu'ils ils comprendront un peu le sens du truc, vont se dire, ok, peut-être que je pourrais essayer. Donc ne gardez pas ça pour vous. Donc si vous voulez vraiment me faire plaisir et me remercier, c'est pas forcément en commentaire. Partagez juste la vidéo et puis bien sûr dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et ça m'aidera beaucoup et puis on verra. Donc pour ceux qui veulent aller vers plus qui veulent aller plus en profondeur, euh, la formation approfondie bien sûr qui sera payante, je vais la mettre à jour. Il y a déjà une version qui est disponible, mais je vais la mettre à jour parce que je trouve qu'elle est un peu rouillée, parce que l'écosystème a évolué, les projets que je recommandais dans la formation ne sont plus forcément à jour. Soit on s'est déjà payé là-dessus, il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux outils, il y a des trucs. Donc, des nouvelles stratégies aussi de trading, des nouvelles façons d'analyser les trucs, des trucs vraiment en profondeur. Il y a beaucoup de trucs qui sont arrivés. Donc, quand je pense que je vais refaire tout ça, ça me donne des mots de tête, mais je vais finir par le refaire pour que les gens prennent cette période de transition de bear market pour se concentrer à consolider les connaissances. Et quand le bull run va revenir en 2024, 2025, les amis, vous serez prêt à l'affronter et vous aurez des outils pour savoir comment vous payer, savoir comment ne pas perdre de l'argent et tout le monde sera heureux. C'était Crypto en Afrique. Merci, merci et merci.